Bienvenue pour cette nouvelle conférence. On va changer de sujet, mais en même temps, c'est à l'agenda, je vous le disais à l'instant. Si on veut une fonction RH encore plus en phase avec les attentes d'aujourd'hui, le vert, il doit être en haut de l'agenda, comme on dit. On va en parler avec nos invités experts. 2025, quand la fonction RH fait sa révolution verte, vous le savez, le vert est facteur d'attractivité pour les talents, les jeunes en particulier, mais aussi toute tranche d'âge confondue, et aussi facteur de rétention. Ça fait partie de la marque employeur et des sujets pour lesquels on rejoint une organisation. J'aperçois Ilem du groupe L'Oréal qui est avec nous. Merci à toi Ilem d'être là. Marine Drouard est avec nous, responsable mobilisation et com RSE pour Yves Rocher. Merci Marine d'être avec nous. Directeur de la Climate School pour AXA Climate, Antoine Poincaré. Merci, il est là. Et puis c'est Michel Barabel qui est professeur affilié à Sciences Po, rédacteur en chef adjoint de ce fameux MAG RH qui va animer. Je voudrais que vous les applaudissiez tous les trois, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là sur un thème qui nous semblait essentiel aujourd'hui malgré les vents contraires qu'on rencontre. On est co-auteurs tous les trois d'un ouvrage qui s'appelle Green RH quand la fonction RH fait sa révolution verte chez Duno. By the way, petit teasing, on a une séance de dédicace à 12h45 si la conférence vous a plu ou si les sujets vous intéressent à la librairie Gérézo, pas très loin d'ici. On a décidé de faire un focus sur un thème qu'on n'aborde pas toujours en lien avec ces questions de changement climatique, qui est la marque employeur et le recrutement, qui est l'un des chapitres du bouquin. Et Antoine, je rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, en 2025, dans ces environnements chaotiques et imprévisibles, est-ce que les candidats qui postulent pour des jobs en France, en Europe, peut-être dans le monde, tu nous diras, attachent de l'importance aux critères verts, entre guillemets? Est-ce qu'ils choisissent en partie leur organisation pour des questions écologiques? Alors c'est compliqué parce que quand vous interrogez les candidats, ils répondent oui bien sûr. Et d'ailleurs souvent ils le mettent au-dessus du salaire. Mais c'est un peu le même effet que quand vous demandez aux gens ce qu'ils regardent à la télé, tout le monde dit Arte. Et puis le jour où vous regardez les résultats médiamétrie, la réalité c'est que les gens ne regardent pas Arte. Donc il y a un peu cet effet-là. C'est-à-dire au bout d'un moment, oui ça serait bien que la boîte fasse quelque chose. Mais vous voyez bien que par exemple les entreprises fossiles ou très émettrices recrutent encore. En revanche, il y a un signal faible qui affole un peu dans les directions, et notamment dans les grandes entreprises, c'est ce qui se passe dans les très grandes écoles. Je ne sais pas si vous avez vu ces scènes, mais le stand de Total, par exemple, sur la foire de recrutement qui s'appelle les Carrefour à HEC, est très régulièrement l'objet d'invasion. Donc vous avez une bande d'étudiants d'HEC qui se prennent par les bras, font un sitting devant le stand et obligent les recruteurs de Total à partir. Vous avez eu la même scène à Polytechnique, un petit peu différente, quand Patrick Pouyanné, donc patron de Total, qui était le parrain de la promo, a donné un message vidéo, la moitié de la salle s'est levée et a tourné le dos à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que Polytechnique, HEC sont historiquement pas des lieux de la contestation étudiante. On n'est pas à Paris 8, on n'est pas à Sciences Po. Donc il se passe quelque chose chez ces étudiants qui par ailleurs auront un peu dans leur vie le luxe de choisir leur emploi. Il se passe quelque chose. Voilà, on peut le regarder comme ça. C'est pas le grand départ. Il faut faire attention aux chiffres qu'on voit, mais chez ces gens-là, il va y avoir quelque chose et ça va être, je pense, de plus en plus important à mesure que ça rentre sous les spotlights des médias. Ce que tu es en train de nous dire, Antoine, c'est que plus un étudiant est employable, ce qu'on appelle les talents, qu'on appelait les hauts potentiels, plus potentiellement il a conscience de son employabilité et plus il va assumer dans ses choix, des choix RSE au sens large et en particulier sur les questions écologiques, parce que justement il pense être en rapport de force. Plus potentiellement il est issu d'institutions moins connues, plus il doute de son employabilité, plus potentiellement il parlera moins de ces sujets. Probablement, et n'oubliez pas que ça ne date pas juste de la transition. Il y a eu globalement une perte de sexitude, si vous me passez l'expression, des très grandes boîtes, déjà avec l'émergence des startups, du digital, et c'est ce qui a fait tilter des dirigeants. Chez AXA, nous, à l'époque, quand ils ont vu la courbe du nombre de polytechniciens chaque année qui rentraient chez AXA en défaveur donc d'AXA, en faveur de startups qui créaient leur boîte, etc., ça réveille les dirigeants. Donc oui, il va y avoir cette inégalité, je dirais, des étudiants qui leur permettra, s'ils sont très demandés, d'être un peu plus mobiles sur ce marché-là face à ces questions-là. Okay. Antoine, depuis les élections américaines, le contexte n'est pas très favorable aux questions écologiques et de RSE de manière générale. Est-ce que tu le constates toi aussi quand tu regardes l'attrait des DRH ou des collaborateurs pour tes programmes, ou est-ce que tu vois des signaux faibles d'un éventuel retournement, ou ça reste finalement un sujet très américain ou très territorialisé?
Alors, moi, mon métier, c'est de vendre de la formation sur les sujets de transition aux grandes boîtes. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il y ait un relatif backlash. C'est-à-dire si au bout d'un moment, on se dit, ça y est, tout le monde s'en fiche, former, acculturer sur ces enjeux-là peut prendre un point de retour. On ne le voit pas encore économiquement. Ça a pas Trump est un marqueur important, mais ça a démarré déjà l'année dernière, le recul des entreprises américaines sur les sujets environnementaux. Il se trouve que dans l'entité où je travaille, on a aussi une petite activité de conseil, et notamment qui dépend de l'argent public au développement. Et là, ça y est, il y a des missions qui ont sauté, mais comme ça. Il y avait des budgets qui étaient validés par USAID, qui est l'équivalent de l'AFD en France. C'est bloqué. Donc là, pour le coup, c'est plus qu'un signal faible. Ils coupent leur financement à la Banque mondiale et tout. Sur la formation, c'est moins le cas. Moi, on n'a pas été aux États-Unis depuis 4 ans pour cette raison-là, en disant ça va être trop comme ça. J'ai tendance à croire que les boîtes européennes perdraient en crédibilité si elles naviguaient à vue sur ces sujets-là. Il faut avoir en tête qu'aux États-Unis, maintenant, on a retiré les programmes de diversité et inclusion. Les quelques boîtes qui essayent de les garder se prennent des lettres de menace des gouverneurs. Costco, qui est un grand retailer qui poussait sur ce sujet-là, est menacé de poursuite s'ils maintiennent leur programme de ce qu'on appelle la discrimination positive aux États-Unis, l'affirmative action, qui existait depuis 60 ans. Et là, tout d'un coup, on décide que c'est discriminatoire. Si une boîte européenne venait à dire « j'arrête tout », je pense que moyen terme, elle le payerait. On navigue pas à vue sur des sujets comme ça, y compris de choses qui sont très très acceptées comme l'égalité homme-femme. Enfin, la loi Copé-Zimmermann, elle va pas disparaître comme ça. Donc je pense que les boîtes européennes, en tout cas c'est mon pari, ont intérêt à garder le trait et à se séparer des boîtes américaines sur ce truc-là. Si je peux donner un éclairage par rapport aux travaux de sociologie qu'on peut faire à Sciences Po et à Paris-Est, en fait, quand on analyse le rapport aux questions écologiques, on arrive à scinder en fait la population active en 4 catégories. La majorité silencieuse, donc elle est majoritaire mais elle n'explicite pas son point de vue, elle ne souhaite pas se mobiliser sur le sujet. La majorité active, elle est majoritaire et elle revendique potentiellement quelque chose. La minorité active, elle est minoritaire mais elle fait beaucoup de bruit, donc parfois elle arrive aussi à faire un buzz médiatique. Et puis la minorité silencieuse. Ce qu'on voit depuis 4 ans, c'est en gros ce qu'on appelle la minorité active, c'est-à-dire des gens qui ont des consciences écologiques fortes, étaient très actifs et parlaient très fort. Et depuis quelques mois, ils parlent moins fort. Donc, à contrario, ceux qui n'étaient pas très favorables au changement climatique ne parlaient pas pensant que la bataille était perdue. C'est la même chose d'ailleurs sur les questions d'égalité femmes-hommes ou de genre et ainsi de suite. Et se sentent aujourd'hui autorisés à parler. Donc on a un basculement d'une minorité active qui devient un peu silencieuse et qui déprime. On avait des discussions avec Marine, c'est pas le sens de l'histoire, ça va mal finir, c'est horrible, etc. Et une majorité qui parlait pas, qui dit il y en a marre du climat. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. En revanche, nous, quand on regarde la sensibilisation des jeunes générations au changement climatique, parce que c'est aussi dans leur éducation, dans leur ADN, dans leurs usages, où ils ont vécu eux-mêmes d'une exposition forte à des phénomènes météorologiques importants. On est passé d'une sensibilisation aux questions écologiques quand on prend des curseurs à 12 ans, 15 ans, 18 ans et 20 ans. Par exemple, sur les 20 ans, on est passé de 20% de concernés il y a 10 ans à 49% de concernés aujourd'hui. C'est-à-dire plus que concernés, c'était engagé. En fait, c'est un moment très paradoxal qu'on est en train de vivre. De plus en plus de jeunes talents qui se sentent concernés, engagés sur ces questions. Mais dans le même temps, un changement sociétal où de plus en plus de figures d'opinion et d'organisation vont peut-être se challenger avec un risque d'effet ciseau, mais qui peut être mortel en termes de marque employeur et d'attractivité par les grands groupes, notamment si effectivement on passe de ils y croyaient, ils se battaient, finalement c'est des opportunistes qui font du greenwashing et dès que le vent tourne, ils abandonnent tout ce qu'ils nous disaient le jour d'avant, entre guillemets. Et là où vous avez l'opportunité d'être un peu tactique, c'est-à-dire si c'est un sujet qui vous tient à cœur dans une organisation qui bascule parce qu'on vous dit il y a moins de réglementation, on lève le pied, etc. La mauvaise nouvelle, mais qui est une bonne nouvelle opportuniste, c'est que le risque climatique augmentant, vous allez avoir un autre levier d'accès qui est en parallèle de la réduction des émissions, la protection, ce qu'on appelle l'adaptation, donc comment on s'adapte aux effets du changement climatique. Et il y a un truc qui est très 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 haut dans l'adaptation, c'est la protection des collaborateurs. Comment ils travaillent, comment même si votre site n'est pas touché, s'ils habitent à Valence, Valence en Espagne, ils peuvent plus venir travailler pendant X heures, comment vous assurez qu'ils reviennent, comment vous assurez de leur sécurité psychologique après avoir vécu des inondations à répétition, comme des gens le vivent à Rennes en ce moment. Donc il y a un angle très 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 RH à l'adaptation sur la protection des salariés qui lui va rester valable dans les mois qui viennent.
Oui, et puis une montée de l'éco-anxiété et de problèmes de santé mentale liés au climat qu'on voit monter quand même, et notamment chez les jeunes générations. Je gosse pas du tout Marine, mais c'est comme ça qu'on a réparti le temps de parole, parce qu'on pourrait donner le sentiment que deux mecs se parlent et puis qu'il y a un casting au milieu. C'est pas du tout le cas, mais Marine nous parlera du vrai sujet qui est l'expérience collaborateur et comment ça permet de faire rayonner la marque dans quelques instants. Juste pour rester sur le recrutement, Antoine. Ce qu'on voit aussi dans les signaux faibles, c'est pas systématique, mais c'est de plus en plus de questions des candidats sur qu'est-ce que vous faites concrètement en RSE sur le climat. C'est pas la première question, c'est pas le premier critère de choix et ça monte. J'ai deux questions en lien avec ça. Est-ce que tu considères que les équipes recrutement sont formées ? Est-ce que tu penses qu'il faut les upskiller sur ces sujets-là et quel danger finalement de ne pas intégrer la dimension environnementale dans le métier de chargé recrutement ? C'était 3 questions, excuse-moi, 3 en 1. Donc, est-ce qu'elles sont formées ? La réponse est évidemment non. Nous, on a lancé une formation spécifique pour les RH sur le sujet de l'environnement, juste là. Et on sent bien qu'on est pionnier. Ça nous amuse, ça nous intéresse, donc c'est très bien, mais c'est pas comme si tous les RH de France levaient la main en disant j'ai envie de passer 10 heures sur le sujet. Donc imaginez, et il y a plein d'autres sujets que le recrutement. Il y a la sécurité dont je vous ai parlé, la décarbonation par le biais des RH, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Enfin, bon. Donc évidemment que les recruteurs ne sont pas formés aujourd'hui. Moi, je l'ai fait une fois dans une boîte du CAC où j'ai formé. On a bossé avec le top 300, donc pas spécialement en recrutement, en leur disant mettez-vous dans une situation dans la vraie vie où quelqu'un vous aborde et a une objection parce que la boîte pollue, parce que la boîte fait ça, parce qu'un collaborateur dit comment mon métier va être. Ça veut dire quoi quand vous dites que vous êtes le machin le plus vert de Paris ? Eh ben les gens ne sont pas prêts. C'est-à-dire, les guides RSE, c'est un journal des bonnes nouvelles, mais qui est dit dans un langage tellement technocratique que personne ne peut en parler comme ça dans un exercice normal. Et donc, il y a un travail à faire d'éléments de langage pour des recruteurs qui me paraît massif. Y compris un travail de modération, de modestie qui n'est, disons-le, pas le fort du recrutement. Le recrutement, c'est quand même le moment où on dit ma boîte elle est super et elle fait tout très très bien. Et la capacité à dire je suis bon sur ces sujets-là, je sais pas moi, l'eau, mais on est en retard sur les déchets, mais on est en retard sur machin, mais on a des difficultés, tu comprends, on travaille beaucoup avec tel pays où c'est plus compliqué, etc. Cette capacité à faire de la pédagogie qui, à mon avis, sera valorisée par des candidats intelligents qui comprennent qu'on peut pas tout faire comme ça, c'est le gros sujet. Et je pense que c'est un peu la face nord, c'est-à-dire expliquer ça. Et le risque à ne pas les former, il est pour moi majeur, c'est qu'il va y avoir des moments, j'appelle ça un moment PSG, parce que ça me rappelle l'entraîneur du PSG, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui, en leur disant pourquoi vous venez en jet à Nantes, avait répondu oui, et puis la prochaine fois on viendra en char à voile. Et ça avait fait tout un scandale, parce que c'était un mépris vis-à-vis des questions écologiques. Je pense que ça va arriver. C'est arrivé il y a 2 jours pour Madrid, qui allait en jet. Exactement. Mais sur un trajet de 100 km et qui se fait bâcher en Espagne. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des actions non écologiques partout. Dans toutes vos boîtes ici, dans la mienne, il y a des trucs absurdes. La question, c'est est-ce que je dis « ouais, je sais, c'est compliqué, désolé » ou est-ce que je rejette le trouble réel d'une partie de la population ? Est-ce que je le jette d'un revers de main en disant « quelle connerie, ça va, arrête avec tes conneries d'écolo ». Ça, c'est très violent. Ça peut être perçu très violemment. D'autant plus dans un monde où le backlash faisant son chemin, les énergies vont se libérer. Et ça va être vrai sur hommes-femmes au passage. Les gens qui ont l'impression depuis quelques années qu'on leur tord un peu le bras, y en a qui vont dire des conneries, c'est sûr. Bon scénario, ils disent des bêtises et ça reste dans la salle et vous perdez un candidat. Mauvais scénario, il filme, il enregistre, il ne sait pas quoi, ça finit chez Mediapart et on vous explique que le recruteur de la boîte machin a expliqué qu'on s'en foutait de l'écologie et que d'ailleurs il était bien content que Trump mette un coup de pied dans la fourmilière. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le risque réputationnel négatif sur ces sujets-là parce que les gens que ça intéresse ne sont pas moins intéressés, ne sont pas moins sensibles, au contraire, depuis l'élection américaine. Dans le bouquin, on a identifié donc des pièges. Antoine en a un peu parlé, la surpromesse. On est super vert, on est les meilleurs, on fait plein de choses, etc. Donc, Antoine confirme qu'il vaut mieux être très aligné entre ce qu'on fait et ce qu'on dit et reconnaître des points faibles et assumer des points forts. Donc, choisir ses batailles aussi, parce qu'on ne peut pas adresser tout le spectre du changement climatique et encore moins tout le spectre de la RSE. Deuxième élément, en fait, on se rend compte dans les études sociologiques que les candidats ne croient plus au discours du recruteur. En fait, de manière générale, on ne croit plus les experts. On veut acheter sa machine à laver, non pas avec un vendeur Darty, mais avec l'ami du coin qui en a acheté un, qui va nous faire un brief. Donc, par principe, la question qui se pose, c'est aussi une forme de piège pour savoir si ça va être flou. Quand on pose la question au recruteur, il va devoir sortir la plaquette.
il va donner quelques éléments de langage, ou intimement, il va expliquer avec intégrité des éléments auxquels il croit et qu'il maîtrise. Donc l'upskilling, on le voit plutôt comme ça dans le bouquin en termes de revendications, c'est cette capacité à avoir été acculturé, formé, mais aussi de manière honnête, fort de ce qu'on fait véritablement, pour véritablement avoir un discours construit, qui ne sera pas que des paroles, et là qui pourra susciter une envie de rejoindre l'organisation. Assez parlé de recrutement. Marine, en fait, bien entendu, la marque employeur, l'expérience candidat, le processus de recrutement, l'onboarding, c'est des éléments clés pour finalement attirer, et on a des enjeux d'attraction. Mais finalement, la révolution verte, c'est surtout dans l'expérience que vivent concrètement les collaborateurs au sein des organisations. Et tu nous expliqueras avec Yves Rocher ce que vous faites, comment on fait en sorte que l'expérience collaborateur sublime la marque employeur, et notamment comment on fait vivre, ou on mobilise, ou on engage des collaborateurs autour de ces sujets. Alors déjà, Yves Rocher, ça a été créé il y a 65 ans par un homme qui avait une vision un peu avant-gardiste pour son époque, qui était persuadé que la beauté pouvait allier naturalité, efficacité et sans compromis sur l'engagement. Et ça, c'est une vision que nous, on a voulu mettre au cœur de notre stratégie de marque en devenant entreprise à mission en 2019. Et l'année dernière, on a dévoilé un programme qu'on a appelé un programme Act Beautiful, qui est concrètement des actions concrètes, une feuille de route pour les collaborateurs et les collaboratrices en interne. On est en train de transformer la marque depuis 2-3 ans et on ne peut pas demander aux collaborateurs et aux collaboratrices de changer la façon dont ils font leur métier du jour au lendemain. Il y a des gens dans la boîte qui sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans. Nous, on ne peut pas arriver en tant qu'équipe RSE et leur dire « Ah bonjour, ça fait 20 ans que vous êtes là, bon, ben, vous faisiez vos métiers de cette façon et maintenant vous allez faire de cette manière ». Ça ne va pas fonctionner. Du coup, on a créé donc ce programme Act Beautiful qui a 3 grosses ambitions. On a une ambition qui est liée aux produits, sur de l'éco-conception, packaging, formule, comme beaucoup de marques dans l'industrie des cosmétiques parce qu'il y a des vrais enjeux. Il y a une deuxième ambition qui va être sur la transformation de la chaîne de valeur, le sourcing, comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs avec lesquels on travaille, comment est-ce qu'on... Pas le sourcing en recrutement, le sourcing des produits. Sourcing des produits, des matières premières. Les matières premières, les filières végétales, etc. Ça va être comment est-ce qu'on s'occupe, comment est-ce qu'on gère la façon dont on utilise l'eau. La chaîne, vos achats, exactement. votre conception. Donc ça, c'est des choses qui sont communes globalement à toutes les marques dans l'industrie. Et nous, on s'est dit, on a un supplément d'âme chez nous. On est convaincu qu'on ne fera rien bouger si on est tout seul. C'est indispensable que les équipes soient embarquées. Ce sont les premiers ambassadeurs et ambassadrices de la marque. Et donc, on a créé un programme de mobilisation interne. C'est vraiment une stratégie où on va aller toucher la tête, le cœur et le corps. Donc, c'est en 3 étapes. La première étape, ça va être de les former, qui comprennent où est-ce qu'on va, c'est quoi la vision de la marque, c'est quoi les objectifs pour demain, pourquoi est-ce qu'on vous demande de changer la façon dont vous faites votre métier depuis des années. Donc ça va leur donner des billes. Ça, c'est la tête. Okay. Ça, c'est la tête. Ça va leur donner des billes. C'est beaucoup de chiffres. Donc des fois, on se dit, oh, les chiffres, ça peut être un peu embêtant. Donc on va aller plus loin. Et la deuxième partie, ça va être tout ce qui est sensibilisation. Donc là, on va les former de manière beaucoup plus générale sur c'est quoi les limites planétaires, c'est quoi le réchauffement climatique. Nous, on a l'impression que c'est des connaissances basiques qu'on a, mais quand on parle en interne, on se rend compte que les gens n'ont absolument pas ces connaissances. Et Antoine ne me contredira pas, on sait qu'on a besoin d'aligner sur du vocabulaire, sur une vision, des gens qui peuvent avoir une hétérogénéité de points de vue et un niveau de connaissance très hétéroclite. Absolument, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a différents types de populations. On se rend compte que chez nous aussi, quand on recrute les gens de manière générale, les gens ils sont assez engagés chez nous. Mais il y a toujours des gens qui sont un peu laissés de côté. Ceux-là, nous, on ne va pas du tout aller les toucher. Ils vont être embarqués par le reste des personnes qui, au contraire, vont être super engagées et vont être convaincus par ce que fait l'entreprise. Donc là, on va aller les sensibiliser sur... nous, notre mission, c'est d'agir pour révéler, protéger et transmettre le pouvoir des plantes. Donc on va faire venir des botanistes, experts en sciences du végétal, pour qu'ils expliquent d'une autre manière une plante, c'est quoi. Est-ce qu'on arrive à créer de l'empathie pour une plante autant qu'on en a pour les animaux? C'est un peu nos objectifs. On va avoir des marches de la reconnexion où les gens sont vraiment dans la nature et vont aller vraiment vivre une expérience. Et de manière générale, on a vraiment envie de faire bouger l'industrie sur ces sujets-là. Donc on travaille en consortium avec la FEBEA, qui est la Fédération française de la beauté, et d'autres marques de l'industrie où on est allé créer une fresque de la cosmétique.
Donc ça, c'est à destination des entreprises et comme tu disais tout à l'heure, les étudiants aujourd'hui qui sont très importants. Cette fresque, C'est juste le cœur, ça, ou le ça corps? c'est le cœur. Ça c'est Le le cœur. cœur. Ça c'est Ok. le cœur. On aurait dû faire un quiz d'ailleurs pour voir s'ils arrivaient à C'est vrai. reconstituer. Et donc la fresque, elle est aussi à destination des étudiants. On se dit les managers de demain, ben, au moins ils auront eu accès à ce type de formation. Et on s'est aussi rendu compte que c'était indispensable de former les gens de manière ludique. Je vous disais tout à l'heure, les formations, quand c'est des vidéos de 30 minutes et on se dit « Oh là là, j'ai une formation de 30 minutes, il faut écouter, je vais rien retenir ». Et du coup, on a créé un jeu de société. Un jeu de société qui reprend ce qu'il y a dans les formations, donc qui retraîne plus facilement les données. Et on va leur donner d'autres informations, encore une fois, sur les limites planétaires, sur la transition, etc. Et on se rend compte que les gens, ils adorent ça. Ils adorent jouer. En plus, il y a un peu de compétition, donc évidemment, ça fonctionne bien. Et donc, le corps. Le troisième, on a la chance d'avoir un partenaire d'exception, qui est la Fondation Yves Rocher, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, avec laquelle on travaille depuis plus de 30 ans. Et on avait un objectif en 2024 qui était de mobiliser sur le terrain 80% de nos collaborateurs et collaboratrices dans le monde siègent. Parce que le retail, je vous en parlerai après, mais c'est un autre sujet. Donc, toutes nos filiales dans le monde ont des ambassadeurs et des ambassadrices RSE. Ils vont aller chercher une association qui va être validée par un expert terrain qu'est la Fondation. Et une demi-journée par an, sur leur temps de travail, ils sont amenés à aller soutenir cette association en faisant de la végétalisation urbaine, en allant soutenir un agriculteur ou une agricultrice qui a besoin qu'on plante des haies pour protéger ses cultures. Et ça, c'est non seulement du concret, où ils vont vraiment mettre les mains dans la terre, et c'est une action concrète, c'est pas nous, on fait des trucs super chez Yves Rocher, il y a vraiment... Ils sont engagés physiquement. Ils sont engagés physiquement. Et c'est aussi des moments de team building. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que c'est super important. Ils vont partager un moment avec peut-être des gens qu'ils ne connaissent pas dans l'entreprise. Et ils vont échanger notamment sur des problématiques liées à la RSE où parfois ça peut être vu comme une contrainte en interne. Et là, ils vont échanger et ils vont se rendre compte qu'il y a une autre équipe, une personne dans une équipe qui a la même problématique. Et du coup, il y a vraiment la création de communautés au sein de la marque. Et ça, c'est super important. C'est pas mal, Marine, parce que le temps file, mais c'est intéressant. On n'est pas à Learning Technology, mais quand on regarde ce qui engage les individus dans la transformation, généralement, on commence effectivement par la tête. Je comprends que c'est important de le faire, j'accepte de le faire, j'ai les arguments pour bouger. Généralement, ensuite, on va plutôt sur le corps pour l'incarner, mais on y rajoute un élément émotionnel. La dernière étape, c'est l'inscrire dans le quotidien des gens, donc vraiment se dire ok, so what, et comment ça transforme mes comportements et ma façon d'agir ou mes choix ou mes décisions. Et là ta boucle est bouclée, mais merci pour le partage. C'est vrai que Green RH, l'aventure, on l'a fait avec le Labérage, Great Place to Work, AXA Climate School, sur un programme de 5 ans finalement, hein. Premier livre blanc, deuxième livre blanc, etc. Et on a la chance d'avoir 100 cas d'entreprise comme le tien et 30 experts qui éclairent les sujets, qui permettent d'aller un poil plus loin. Tous les deux en guise de conclusion, et peut-être on aura peut-être le temps de poser une question, on verra. Il n'est pas toujours évident notre régulateur, donc on verra s'il nous autorise à poser une ou deux questions. Sinon, on ira à la séance de dédicace pour échanger avec vous avec plaisir là-dessus. Ce qu'on a constaté dans le bouquin, c'est l'importance de la congruence. Autrement dit, si vous voulez vous engager dans des enjeux environnementaux, ça doit se voir dans la marque employeur, dans l'expérience candidat, dans le onboarding, dans les parcours de formation, dans les parcours de carrière, mais aussi dans la REM, dans la performance, dans la culture managériale, dans l'exemplarité des dirigeants, dans le soutien des managers, dans l'autorisation des collectifs à saisir des sujets et permettre à ceux qui sont les plus engagés de s'épanouir dans l'organisation. Et ça, c'est compliqué, parce que très souvent, il y a des contradictions organisationnelles et ce qu'on a entendu au recrutement, on ne le retrouve pas avec son manager, ou alors on s'est engagé, mais on ne voit pas comment ça a boosté notre carrière ou notre rémunération. Donc ce qu'on appelle une forme de cohérence. Sinon, c'est un piège à injonctions paradoxales qui vont générer de la déception, voire même qui vont faire partie des gens. Et puis le deuxième point, bien entendu, ça ne peut pas être qu'RH, donc ça doit être ancré et aligné totalement avec le business. Et donc il faut que dans le même temps, et tu l'as dit un petit peu, dans les produits, dans les gens avec qui on accepte de travailler, dans les business models, ça devienne quelque chose qui est aussi l'un des critères de l'ADN de l'organisation et des critères de choix, sous peine
de les décorréler et qu'on ne comprenne pas trop bien pourquoi en business on peut être full, par exemple, full non RSE, alors que nos collaborateurs s'engagent comme des dingues dans des associations et dans des pratiques RSE au niveau RH. Donc c'est ces grands enseignements. En guise de conclusion tous les deux, Antoine, toi, est-ce que tu veux donner un conseil sur la façon dont on peut se saisir de ce sujet et pas tomber dans le greenwashing, la com, et en faire vraiment un outil stratégique RH ? Sur ce sujet-là, il y a une mesure de petit bateau, pas très loin de chez toi, et qui a été fait aussi par ICAD, boîte du bâtiment, donc vraiment deux univers très très différents, qui a été un travail sur chaque fiche de recrutement, ils ont fait le boulot de dire ça peut être quoi ton impact environnemental, soit comment tu vas contribuer bien, soit comment ton métier va être amené à changer parce que le climat se dérègle, et il faut faire ça pour, là on parle de boîtes qui sont assez grandes, qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs de milliers de métiers et donc de job desk qui vont avec. Et ça, c'est un bon boulot parce qu'on voit qu'il y en a où en fait ça va être mineur et on ne peut pas réinventer la roue, mais on le met, on fait l'effort et on se dit un peu plus. Il y en a, tu l'as dit, au sourcing où ça va être absolument majeur de réfléchir à comment on travaille. Et je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans la réalité de la boîte, les job desks, parce qu'elles décrivent ce que font vraiment les gens dans votre boîte. Marine, un petit conseil pour nos RH dans la salle ? Queen ou un truc à éviter ou Je dirais que déjà, nous, tous les managers ont des objectifs RSE. On parle de cette cohérence Voilà, on parle de cette cohérence et ces objectifs déclenchent de la REM. Exactement. Et de l'évolution. Ok. Exactement. Super. Et on a une question, grand chef, on peut donner à la salle peut-être l'occasion le temps peut-être s'il y a une question de vous dire que justement ce qui est intéressant dans l'époque qu'on vit, c'est cette dégradation de l'image de la RSE et le fait qu'on la bâche, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on peut être les plus innovants, qu'on voit ceux qui continuent à accélérer, qu'on repère les escrocs qu'on n'arrivait pas à repérer quand on était dans le buzz. Donc, pour ceux qui n'y croient plus ou qui pensent qu'on rentre dans des périodes sombres, winter incoming, je dis qu'au contraire, c'est les bonnes périodes pour faire œuvre de cohérence et d'investissement sur ces sujets, puisque l'histoire est cyclique et malheureusement, le climat, ça ne s'arrange pas trop finalement pour l'instant. Je voudrais vous remercier et je voudrais te remercier parce que, en plus de journaliste et enseignant à ESCP Business School, je viens de m'apercevoir que j'étais régulateur. Donc je précise que je ne travaille pas à la DGAC, je ne travaille pas à la DGAC ni à la SNCF. Merci à vous trois, merci infiniment. Et on vous retrouve pour la dédicace. Merci beaucoup. Cette conférence très intéressante, regard croisé avec Septéo HR, excusez-moi, qui est partenaire et de HR Technologies et de cette conférence. Vous allez les accueillir tous les deux, à commencer par Anne-Hélène Oliva, les responsables développement RH du groupe Ovalt. On va vous applaudir. Merci de monter sur scène, Anne-Hélène. Et puis les directeurs de l'expertise RH et SIRH pour Fideris. Il est enseignant à Paris 1. Michael Van de Pitt, merci de l'accueillir. Merci Michael d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, comme on dit, the floor is yours. On va vous écouter avec beaucoup d'attention. On va vous brancher le micro du serre-tête. Ça y est, c'est bon ? Super. Oui, super. Eh bien, merci beaucoup pour cette super introduction. On est très heureux avec Anne-Hélène d'être là ce matin pour cette conférence. On va parler un petit peu de l'expérience collaborateur, de l'humain. On a été un petit peu présenté. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Bonjour à tous, je suis Anne-Hélène Oliva, je suis au service RH d'un groupe de 500 salariés environ, on va le présenter rapidement après, et je suis responsable du développement RH de cette entreprise, donc j'anime les RH des différentes filiales. Et pour ma part, on va réussir à se régler. Et pour ma part, donc Michael Van de Piet, j'ai un cursus un peu particulier. Vous allez voir que ça a de l'importance pour un petit peu après. Je suis psychologue du travail à la base. Et donc, je travaille maintenant chez Septo HR en tant que directeur produit. Et donc, mon challenge, mon but, c'est d'essayer de faire en sorte que les RH passent moins de temps à faire de l'administratif et plus de temps à s'occuper de l'humain. Okay, donc, c'est ce dont on va parler pendant cette matinée. Juste quelques mots sur Ovalt en attendant. Voilà, très rapidement, donc l'entreprise dans laquelle je travaille a pour objectif d'intégrer des solutions technologiques qui sont à base d'automatisme et d'électricité industrielle pour automatiser les process de nos clients qui sont des industriels de domaines très variés, l'agroalimentaire, l'automobile, la transformation de céréales en nutrition animale. Et donc, on est aux alentours de 500 collaborateurs. On est basé en Bretagne, dans la région de Rennes. Une petite pensée pour les Bretons, là, en ce moment, qui sont sous l'eau, comme vous le savez. Et donc on a 3 sites au total et 8 entreprises dans ce groupe. Merci. Alors, de quoi on va parler un petit peu dans le détail pendant cette petite demi-heure, on va être ensemble. L'expérience collaborateur, c'est important, remettre l'humain au cœur du processus RH. On va parler aussi un peu de digitalisation du processus RH. Aujourd'hui, si on le fait en papier, ça va être compliqué. On va se poser la question du coup de remettre l'humain au centre, je vous le disais. On va donner quelques exemples, bien évidemment. On va parler des irritants et des challenges qui nous accompagnent, nous les RH, par rapport à ça. Et puis bien sûr, on va parler un petit peu d'IA. Je pense que vous êtes promenés dans les couloirs. Il y en a de partout. On va se poser les bonnes questions aussi sur l'IA parce qu'on en parle un petit peu à toutes les sauces. Donc on va y revenir un petit peu en détail. Pour commencer, juste quelques chiffres. Alors je ne vais pas vous les lire tous. Il y en a un, moi, qui me challenge beaucoup. Si on interroge les RH, ils nous disent qu'ils passent plus de la moitié de leur temps, 50%, 55% de leur temps, à faire de l'administratif. Encore une fois, moi, je suis psychologue du travail. Le but, c'était de bosser dans les RH, mais pas pour faire de l'administratif, pas pour remplir des fichiers Excel, pas pour faire des PowerPoint, pas pour envoyer des emails. Donc là, l'intérêt pour moi, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que mes clients, grâce à nos solutions, arrivent à se dégager du temps pour se consacrer encore plus à l'humain. Moi, le chiffre qui retient mon attention, c'est celui des candidats qui abandonnent au cours d'un process trop long. Et je suis particulièrement attentive à ce qu'on essaye de répondre rapidement aux candidats. Et à titre d'exemple, sur la partie, par exemple, candidature spontanée, on a un point hebdomadaire avec toute l'équipe RH pour traiter toutes les candidatures. Et au-delà de la réponse automatique qui est faite via l'ATS, avoir une réponse plus personnalisée et plus adaptée à chaque candidat. Et du coup, tout l'intérêt de la digitalisation du processus RH, il repose sur 3 points essentiels qui sont dans un premier temps le gain de temps. On l'a dit, aujourd'hui on passe beaucoup de temps à faire beaucoup de choses, beaucoup de mails, beaucoup de tableaux, beaucoup de reporting. Petit problème technique. Et du coup, le but du jeu, vraiment l'intérêt d'un outil SIRH, ça va être de pouvoir vous apporter du gain de temps en automatisant tout un processus. Typiquement les envois d'emails, proposer du parsing, du matching. Donc le but du jeu, c'est vraiment de nous faire gagner du temps. Et je crois que vous avez mis en place des choses assez intéressantes par rapport à ça. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'en termes de gain de temps, c'est vraiment assez fabuleux. J'ai connu le avant l'ATS et après. Ça fait maintenant une dizaine d'années, je pense au moins, que j'utilise la solution Septéo. Et c'est vraiment fabuleux, surtout quand on est plusieurs RH dans différentes entités, d'avoir une seule façon de travailler, d'avoir la capacité à repérer un candidat qui a déjà postulé il y a quelques mois sur un autre poste dans le même groupe, mais pas dans la même filiale, de pouvoir retrouver tous les échanges qui ont pu être faits avec ce candidat et la trace des entretiens, des leurs comptes rendus, etc. Un autre point qui est très important aussi, les RH, vous avez une grosse plus-value. Vous devez vous assurer que les données soient sécurisées. C'est quelque chose qui est important. Et l'intérêt de dématérialiser aussi, c'est que tout va être centralisé, géré par la solution.
Et en particulier, on va pouvoir avoir les mêmes trames d'entretien partout, faire suivre les mêmes processus de workflow de partout. On va pouvoir avoir les mêmes modèles de mail, on va pouvoir travailler autour de ça. Et le but du jeu, c'est que tout soit bien organisé, bien centralisé et qu'on n'ait pas d'erreur à cause de ça. Ouais, donc effectivement, on a tous nos modèles on a un même modèle de processus de recrutement, on a des modèles d'entretien téléphonique, on a des modèles d'entretien physique, et puis toutes les réponses négatives aussi, elles ont été développées, personnalisées par nous en fait, pour avoir des réponses négatives qui peuvent correspondre à plusieurs situations. Soit c'est le poste, il n'y a pas de poste disponible en rapport avec les compétences de la personne qui postule, ou alors on va la mettre en vivier, enfin voilà, et puis les réponses, tout ce qui est gestion des entretiens également se fait de cette manière, donc avec une convocation ou une invitation à l'entretien, on peut même intégrer des liens pour une visio, et on va avoir tout le process qui va être tracé dans l'outil, et c'est le même process qui est utilisé par toute l'équipe. Et puis vous le savez, en France, on a quelque chose qu'on adore, c'est les indicateurs, les KPI, les rapports. Et ça, en général, ça prend beaucoup de temps à être produit. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir centraliser la donnée et de pouvoir en faire quelque chose. Alors j'ai fêté mes 20 ans de SIRH il n'y a pas très longtemps. Ça fait peut-être 10 ans qu'on entend parler du big data, de la donnée, de l'analyse de la donnée. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans votre quotidien, vous avez des outils qui vous permettent de tout sortir d'un coup. Là, le but du jeu, c'est vraiment qu'on soit là-dessus, qu'on centralise la donnée, qu'on la sécurise et surtout qu'on puisse en extraire l'ensemble des informations qui sont pertinentes pour vous, à la fois pour reporter à votre direction, à vos partenaires sociaux, mais aussi pour prendre les bonnes décisions. Et ça, on va en parler. L'IA va nous aider aussi un petit peu à ça, à travailler la donnée pour l'analyser le mieux possible. Absolument. Donc sur ce sujet-là, effectivement, il y a un module statistique qui est assez développé et qu'on peut personnaliser. Donc nous, on vient vraiment de le développer, de le personnaliser pour notre entreprise. Et je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'étais très attentive à la durée, au temps passé par le candidat dans tout ce tunnel du processus de recrutement. Et on a vraiment pu monitorer sur chaque étape du process, de dire que voilà, par exemple, je trouve qu'on a beaucoup trop de candidats qui restent en attente et qui n'ont pas de réponse rapide, quand bien même, en fait, on sait peut-être assez rapidement qu'ils ne vont pas être retenus. Donc, pour ma part, en tant que manager ou de gestionnaire un peu de cette équipe, je vais pouvoir regarder sur quelle entreprise en particulier ça pêche un peu, et donc pouvoir revoir avec ma collègue pour qu'elle avance un peu plus vite sur ces étapes-là. Donc ça, je trouve ça vraiment particulièrement intéressant. On a plein de statistiques. Notre direction nous demande des statistiques sur le nombre de candidats qu'on a reçus. On peut aussi voir sur quel job board on a pu avoir des candidatures. Donc ça nous permet aussi d'être plus pertinent quand on est en train de rediscuter nos achats d'espace. Et je crois d'ailleurs cet après-midi, il y a un atelier sur les KPI, n'est-ce pas? Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce sujet. Très intéressant, l'atelier de cet après-midi. Et du coup, excusez-moi, l'idée ici, c'est vraiment de quoi? D'utiliser la machine finalement pour replacer l'humain au cœur de vos processus. J'enseigne dans plusieurs universités, dont la Sorbonne. Il y a quelque chose qui est quand même important avec les nouvelles générations, c'est qu'elles ne s'attendent pas forcément toujours la même chose que ce qu'on leur propose aujourd'hui. Typiquement, si vous demandez à un jeune qui est sur TikTok toute la journée ou sur WhatsApp ou sur Snap, vous lui demandez de remplir ses demandes de congé sur un bout de papier, en général, il va y avoir un petit décalage. Et c'est lié aussi aux valeurs que vous allez transmettre dans votre entreprise. Donc si vous voulez être une entreprise entre guillemets jeune, moderne, qui attire justement de nouveaux talents, de jeunes talents, c'est indispensable de pouvoir justement leur donner des outils qui vont permettre de faire ça, transmettre vos valeurs, transmettre vos savoir-faire, apporter aussi de la transparence, du feedback. Ils sont très attentifs à ce que vous allez pouvoir leur dire. Un entretien annuel une fois par an ou un entretien professionnel tous les 2 ans, ça ne suffit pas pour ces nouvelles générations. Elles ont besoin d'être beaucoup plus dans l'échange avec les humains. Donc le manager, bien évidemment, est là pour faire un premier rôle, mais un RH qui ne connaît pas ses équipes, qui passe trop de temps sur de l'administratif, ça ne fonctionnera de moins en moins avec ces nouvelles générations. Donc c'est indispensable de pouvoir gagner du temps pour se consacrer de plus en plus à cette partie humaine de notre métier de RH.
Voilà, en termes d'expérience, effectivement, alors collaborateurs, je vais parler plus particulièrement des managers dans notre cas, parce que l'outil, moi je trouve, est particulièrement collaboratif. On va intégrer le manager comme un partenaire dans le recrutement. Il va avoir accès à toutes les candidatures. On va pouvoir, selon notre disponibilité aux uns et aux autres, de manière asynchrone, faire une première sélection et se dire entre nous, ben, tiens, ce candidat-là, j'ai envie que tu creuses, donc du coup, je vais pouvoir générer un entretien téléphonique. On va pouvoir faire aussi participer un collaborateur qui a un rôle plutôt d'expert sur certaines candidatures uniquement parce qu'on veut juste ton avis sur le côté technique du candidat. Voilà, donc je pense qu'en termes de collaboration, c'est un outil qui est vraiment hyper intéressant et important. Donc quand on va embarquer un manager sur cet outil, même si c'est très intuitif et très simple, la plupart du temps on l'invite et on lui propose de faire les premiers pas avec lui très simplement, et en fait on va surtout l'aider à voir un peu quelle notification il a envie d'avoir ou de ne pas avoir, sachant que lui il a en général assez peu de recrutement en parallèle, donc il va pouvoir peut-être avoir tous les commentaires, toutes les notifications sur les nouvelles candidatures qui arrivent, ou choisir au contraire de prendre juste un temps chaque jour pour aller regarder les candidatures. J'insiste un peu sur l'accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important en tant que RH. Si justement on a plus de temps à consacrer à l'humain, le but du jeu, le vrai rôle d'un partenaire, d'un RH partenaire demain, c'est de connaître vos collaborateurs, savoir où sont les compétences et vous assurer qu'elles sont au bon endroit. Et s'il y a des trous dans la raquette, allez recruter les compétences qui vous manquent ou éventuellement former les collaborateurs pour atteindre les niveaux de compétences qui vous manquent. Donc ça, c'est le vrai enjeu de 2025, 2026, 2027, s'assurer qu'on a les bonnes compétences au bon endroit et qu'on articule la politique RH en fonction de ça. Et typiquement, avec du Excel, ça va être un petit peu compliqué de le faire. Les outils vont vous aider aussi beaucoup à pouvoir travailler là-dessus. J'avais juste un petit point pour compléter sur la slide d'avant, sur la transparence. C'est vrai que j'y accorde aussi beaucoup d'importance. J'ai coutume de dire aux candidats que je rencontre que c'est important qu'ils puissent me poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser, parce qu'il n'y a pas de tabou et que c'est une décision qui est importante pour nous, mais pour eux aussi. Et dans notre processus de recrutement, pas de manière systématique, mais de manière vraiment fréquente, grâce aussi au temps qu'on va avoir gagné avec les outils, on va proposer un entretien avec un collègue, avec un futur collègue potentiellement, pour que le futur collaborateur, le candidat, puisse poser toutes les questions qu'il a envie de poser sur l'ambiance, voilà, on essaye de ne pas cacher, vraiment de ne rien cacher sur la vraie vie dans l'entreprise en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les candidats apprécient. Dans notre processus d'intégration, on a un entretien de suivi qui permet de se rendre compte que vraiment c'est quelque chose que nos candidats apprécient vraiment particulièrement. Candidats et collaborateurs, encore une fois, de plus en plus, les talents que vous voulez aller chercher, ils sont de plus en plus sensibles à ça. Donc la transparence, pouvoir poser toutes les questions, c'est vraiment un credo qui est hyper important. Les méthodes qu'on va appliquer justement pour fidéliser ces collaborateurs et les chercher, forcément, on en a témoigné, c'est des outils de recrutement qui soient le plus performants possible, les formations et le développement des compétences qui est un enjeu capital, la qualité de vie au travail, bien évidemment. Ça existe depuis un petit moment, mais finalement, si on regarde un petit peu ce qui a été créé, ce n'est pas forcément évident. Des baromètres, maintenant, le but du jeu, c'est d'avoir un peu en temps réel une température, une météo de comment ça se passe au sein de l'organisation. Ça, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes, de savoir est-ce qu'il n'y a pas un service où il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien. Vous êtes, en tant que RH, garant justement aussi un petit peu de cette connaissance de l'état d'esprit de vos collaborateurs. Donc avoir des outils qui vous permettent de travailler ça, c'est vraiment hyper important. Et puis la performance, bien évidemment, tout ce qui est documents légaux, là encore, les outils doivent vous permettre de les stocker, de les sortir. Donc c'est des outils qui rendent le RH encore plus performant. Il n'y a plus de slide. Ouais. Donc oui, c'est vrai que sur la partie ATS, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, il y a tous ces modèles, etc. Il y a la partie multiposting aussi qui est vraiment très intéressante, parce que moi, j'ai connu une époque où on devait envoyer toutes les offres une à chaque support. Là, en un clic, on choisit les supports payants ou gratuits auxquels on peut avoir accès et on diffuse notre offre de manière extrêmement rapide. Il y a une autre
un autre élément qui est intéressant, je trouve, c'est la partie sourcing. Maintenant, on fait beaucoup de sourcing. En fait, on va aller sur des plateformes type LinkedIn ou sur des CVTech pour rechercher des candidats, puisqu'ils ne viennent plus aussi systématiquement vers nous. Et donc, on va avoir un espèce de tunnel spécifique pour le sourcing qui va permettre d'avoir là aussi une vision partagée des candidats qui ont été sourcés avant qu'ils passent candidats ou pas, si finalement ils ne souhaitent pas aller plus loin. Notre challenge en tant que RH, c'est essayer de travailler justement sur tous ces irritants, toutes ces problématiques. L'une des premières, c'est justement cette adoption par le collaborateur de notre façon de travailler, de nos valeurs, de ce qu'on veut lui demander de faire, de ses compétences à monter en compétences, etc. Donc c'est vraiment indispensable d'avoir des outils qui permettent de challenger ça, de les former le mieux possible. Vous avez vu la place que prend la partie formation dans ce salon. C'est indispensable aujourd'hui de pouvoir faire monter en compétence les collaborateurs avec des outils qui sont nouveaux aussi. Donc ça, c'est indispensable. Et toujours communiquer aussi sur les données, les informations, la transparence qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vraiment hyper important. Voilà, c'est vrai que sur la partie notamment RGPD, on a un système qui est hyper fiable avec des mails qui sont envoyés quelques semaines avant la fin de la date limite. Et donc les gens peuvent tout à fait décider qu'ils ne sont plus sur la plateforme. On a également un autre point que je trouvais intéressant, que j'arrive à retrouver. Oui, sur les accès nécessaires. Tout à l'heure, je vous en ai dit un mot. On a un accès pour nous, équipe RH, il y a un accès avec des accès moindres pour le manager, un recruteur, et on a aussi des accès pour des externes. Donc parfois, on va aussi transmettre notre offre à un cabinet de recrutement ou une agence d'intérim, et on peut leur donner un accès dans lequel ils vont venir déposer leur offre, et nous, on va pouvoir communiquer avec eux sur cette plateforme pour leur dire si la candidature est retenue ou pas. Et ils n'ont accès qu'aux candidatures qu'ils ont transmises, en fait. Mais ça n'a pas évité de faire un point régulier sur chaque candidat pour dire oui, celui-là je le garde, celui-là je le garde pas. Alors ça n'empêchera pas de le faire, mais au moins on va pouvoir avoir un niveau de réactivité très important avec les agences d'intérim ou les cabinets de recrutement avec lesquels on collabore. Je rappuie un petit peu sur ce que disait Anne-Hélène sur la sécurité des données. En tant que RH, vous êtes aussi les garants, avec le service informatique bien évidemment, mais vous devez vous assurer que tout et n'importe quoi n'est pas partagé avec n'importe qui. Donc là aussi, le RGPD nous contraint par rapport à ça, et avoir un outil qui vous permet justement d'être sûr qu'on va bien purger les données pour plus y avoir accès, ou les anonymiser pour pouvoir continuer à faire des stats, etc. c'est hyper important pour vous en tant que RH. On parlait aussi de la multitude d'outils que vous pouvez avoir. Le nom barbare là, du SSO, c'est, pour ceux qui le connaissent, la façon de se connecter avec un seul login et un seul mot de passe à toutes les solutions. Et aujourd'hui, j'ai plein de clients qui viennent me voir en me disant moi, je veux que pour mes collaborateurs, ça soit l'outil le plus facile. Donc grâce à ça, même si vous avez plusieurs outils, du coup, on arrive à se connecter à l'ensemble des applications avec le même identifiant. Donc c'est assez simple, finalement, si vous avez plusieurs outils, de donner l'accès aux collaborateurs via une seule plateforme. Mais pour autant, on est déjà en train de réfléchir à l'avenir par rapport à ça, et ça va introduire la partie sur l'IA, mais de plus en plus, on a des clients qui nous disent « mais la nouvelle génération, elle ne veut même pas se connecter à une application, elle ne veut même pas un portail, elle veut utiliser WhatsApp, elle veut utiliser Teams, elle veut utiliser, alors peut-être pas encore Snap ou d'autres, mais pourquoi pas après-demain, et depuis, disons, son WhatsApp, elle pourra dire « tiens, demain je fais mon entretien, c'était quoi mes objectifs de l'année dernière ? Tiens, c'était ça tes objectifs, ok, moi je voudrais mettre ça comme commentaire dans mon entretien, et du coup on va le retrouver directement dans la solution. Donc aujourd'hui on s'assure d'avoir des portails qui sont ergonomiques, qui sont intuitifs, qui ne dénotent pas trop de ce qu'on va utiliser sur les applications, mais après-demain on n'utilisera même plus l'application pour le collaborateur, il fera tout directement depuis son téléphone et depuis les applications qu'il utilise tous les jours, sauf qu'on va pouvoir se connecter directement avec ces applications-là. Et on est déjà en train de travailler dessus sur notre partie IA. Et du coup, si on parle un petit peu d'IA, vous l'avez vu, c'est indispensable, on en parle de partout. On a fait un baromètre, je vous en parlerai après, vous pourrez scanner un petit QR code pour avoir accès aux résultats. On a posé des questions à beaucoup de nos clients et on leur a demandé quelle était leur perception de l'IA et selon eux, vraiment, est-ce que ça allait changer ou pas ? La grande majorité, ils sont d'accord avec ça. Bien évidemment, ça va changer notre façon de travailler. Ça, c'est indispensable. Si vous pensez encore que l'IA ne va rien changer dans votre travail, c'est une erreur.
Et ce qui est super intéressant, c'est pour vous, vraiment, même de vous dire au quotidien à quoi ça peut me servir l'IA. Okay, comment mon travail peut changer. Avec ChatGPT, vous pouvez faire des présentations, vous pouvez faire des mails, vous pouvez vraiment vous aider de beaucoup de choses. Donc même avant de l'intégrer dans des outils de SIRH, intéressez-vous à ça et vous allez voir que vous pourrez apprendre et gagner beaucoup de temps avec ce type d'outils. Il y a 3 notions très importantes pour moi aussi par rapport à l'IA. La première, c'est tout ce qui est lié justement à la discrimination liée à l'IA. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux face à l'outil numérique, on est encore moins égaux face à l'outil d'intelligence artificielle. Donc, essayer de se dire qu'il faut faire quelque chose pour ne pas louper le train, c'est hyper important. Moi, je voulais partager le fait que j'étais venue l'année dernière à ce salon. C'était la première fois que je venais au salon HR Technologies. Et ce que j'ai retenu, vraiment, c'était l'enseignement principal, c'était qu'il allait vraiment falloir s'y mettre, en fait. Moi, jusque-là, je n'avais pas pris d'abonnement sur ChatGPT ou sur un autre moteur. Et j'ai compris que, enfin, en tout cas, c'est ce qui nous a été dit, et je le partage encore, que si on ne s'y mettait pas, en fait, c'est nous-mêmes qui allions disparaître. Notre emploi, il ne va pas forcément disparaître, mais nous, si on n'est pas capable en tant que RH de manipuler ces données, en fait, à un moment donné, on ne va plus être suffisamment à la page en fait, pour pouvoir continuer notre travail. Et moi, je l'utilise quand même assez fréquemment désormais. Je pensais à des choses des fois super simples, super basiques. On a développé un réseau de référents sur les risques psychosociaux. On voulait faire une invitation un peu sympa. Et ben, on a mis notre texte et puis on l'a demandé de nous proposer une invitation assez dynamique, assez engageante et tout ça. Et le résultat était vraiment super chouette et ça aurait été dommage de s'en priver. Voilà, donc on l'utilise vraiment, pour ma part, quasiment au quotidien. Et attention, c'est pas parce qu'on peut l'utiliser que ça nous facilite la vie qu'il ne faut pas faire attention à cette notion de confidentialité des données. Excusez-moi. J'adore donner cette anecdote où c'est le board de Samsung en fait, qui avait défini une stratégie et monté une grosse réunion pour contrer Apple. Et la personne qui devait faire le compte-rendu l'a fait avec ChatGPT. Un ChatGPT ouvert et pas un ChatGPT interne. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le lendemain, vous avez toute la stratégie de Samsung qui était disponible sur Snapchat. Donc, c'est de nouveaux outils qui sont hyper intéressants, qui vont vous faire gagner du temps, mais faites attention à comment vous utilisez. Formez-vous, intéressez-vous à ça. C'est très important pour pas qu'on ait une fracture, après une fracture numérique, une fracture d'IA. Grâce à notre baromètre aussi, on s'est interrogé sur, selon vous, RH, qu'est-ce qui va vraiment changer dans votre quotidien par rapport à l'IA. Et on se rend compte que finalement, tous les scopes vont être touchés. Et je suis d'accord, en fait, il va y en avoir de partout de l'IA. Moi, j'étais un peu étonnée par le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que sur la partie gestion des emplois et des compétences, qui est quand même un des sujets les plus complexes, à mon sens, auxquels on a affaire en tant que RH, je pense que 12%, c'est sûrement sous-estimé et que ça va sûrement nous aider davantage. En tout cas, je l'espère. Et du coup, on est tout à fait d'accord avec Anne-Hélène et on a déjà commencé à travailler ça. Et dans notre solution, on intègre de l'IA qui vous permet de créer directement vos fiches de poste et de créer et d'alimenter vos RFC de compétences, de les comparer avec ce qui se fait sur le marché, etc. Donc, de l'IA pour travailler sur la GPEC et vous permettre de gagner du temps là-dessus, ça existe déjà. Ce qu'on va aussi avoir, c'est des petits agents conversationnels. Donc, on a commencé à avoir l'habitude d'avoir des chatbots. Là, le but du jeu aussi, c'est qu'on en est pour le collab, bien évidemment, on en a parlé, mais aussi pour la RH. Il y a plein de métiers qui vont beaucoup changer avec l'IA, en particulier tout ce qui est légal, parce que c'est toujours compliqué d'accéder à de la donnée légale. Là, du coup, vous allez poser votre question en disant tiens, dis-moi combien un cadre qui a 5 ans d'ancienneté dans la convention Syntec a le droit de RTT ou de voilà. Et l'outil va vous le dire avec les sources légales. Donc du coup, on va gagner du temps, on va accéder beaucoup plus facilement à l'information et donc ça va, encore une fois, vous permettre de vous concentrer encore plus sur l'humain. Si le petit baromètre, c'est pas un petit baromètre, le baromètre vous intéresse sur l'IA, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Comme ça, dès que les analyses sont sorties, on vous les enverra directement et comme ça, on sera très content de les partager avec vous. Il nous reste 1 minute. Je vous laisse le petit QR code, pour vous parler un petit peu de Septéo. Donc Septéo HR, on est 200 collaborateurs aujourd'hui répartis un petit peu partout sur la France et on a une vraie préoccupation, c'est de servir les ressources humaines, de leur apporter, je vous l'ai dit, des outils qui leur permettent de vraiment gagner du temps.
pour aider les managers aussi au quotidien. Anne-Hélène vous le disait, d'accéder beaucoup plus facilement à des candidatures, à des entretiens, simplifier le plus possible le travail des RH et redonner aux collaborateurs aussi de l'information sur ce qu'il ait accès à l'ensemble de ces données de la façon la plus facile possible qui soit. On a une chaîne de valeur que je ne vais pas vous présenter, mais qui est l'ensemble des irritants, en fait, l'ensemble des choses qui sont importantes pour un RH. Donc on adresse l'ensemble de cette chaîne de valeur. Et que vous ayez besoin d'un élément ou de l'ensemble de la chaîne, on sait vous accompagner, on sait y répondre. Et on a déjà plein de clients qui nous ont accompagnés sur le sujet. Il nous reste 10 secondes. Un mot de la fin. Je remets le QR code. Hop, donc n'hésitez pas à scanner le QR code. Ouais, juste pour un dernier partage, en ce qui concerne notre groupe, on a une partie un peu R&D et c'est eux qui se sont plus vraiment emparés de la partie IA jusqu'à présent. Et on organise tous les vendredis dans l'entreprise pour les collaborateurs ce qu'on appelle les vendredis de l'IA. Et c'est vraiment sur le temps de travail, entre 14h et 16h. Et chaque collaborateur peut venir voir quels sont les nouveaux usages, comment ils vont pouvoir peut-être faire changer leur travail, comment ils peuvent faire des prompts, quelles sont les informations qu'on peut trouver selon la façon dont on inscrit justement son prompt dans l'IA. Donc c'est, je trouve, une bonne pratique peut-être intéressante à partager. Si vous devez retenir 2 choses de ces 25 minutes qu'on vient de passer ensemble, ça c'est super important. Apporter de la connaissance à l'IA à vos collaborateurs, ça vous permet vous d'en gagner et en plus d'éviter cette fracture numérique qu'on peut connaître. Et puis n'oubliez pas du coup qu'on peut adresser toute la chaîne de valeur qu'on a évoquée. Et si vous voulez un peu plus rentrer dans le détail, n'hésitez pas à venir nous voir au stand K40. K40 le stand K40. Oui, je confirme. Et on est à votre disposition sans problème. Merci beaucoup. Merci pour cet échange passionnant. Merci Mickaël de Septéo HR et Anne-Hélène. Merci à vous deux. Je vous invite à aller rejoindre l'assistance et peut-être avez-vous des questions à leur poser. Et n'oubliez pas, c'est l'espace K40. Bienvenue pour cette nouvelle conférence. On va changer de sujet, mais en même temps, c'est à l'agenda, je vous le disais à l'instant. Si on veut une fonction RH encore plus en phase avec les attentes d'aujourd'hui, le vert, il doit être en haut de l'agenda, comme on dit. On va en parler avec nos invités experts. 2025, quand la fonction RH fait sa révolution verte, vous le savez, le vert est facteur d'attractivité pour les talents, les jeunes en particulier, mais aussi toute tranche d'âge confondue, et aussi facteur de rétention. Ça fait partie de la marque employeur et des sujets pour lesquels on rejoint une organisation. J'aperçois Ilem du groupe L'Oréal qui est avec nous. Merci à toi Ilem d'être là. Marine Drouard est avec nous, responsable mobilisation et com RSE pour Yves Rocher. Merci Marine d'être avec nous. Directeur de la Climate School pour AXA Climate, Antoine Poincaré. Merci, il est là. Et puis c'est Michel Barabel qui est professeur affilié à Sciences Po, rédacteur en chef adjoint de ce fameux MAG RH qui va animer. Je voudrais que vous les applaudissiez tous les trois, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là sur un thème qui nous semblait essentiel aujourd'hui malgré les vents contraires qu'on rencontre. On est co-auteurs tous les trois d'un ouvrage qui s'appelle Green RH quand la fonction RH fait sa révolution verte chez Duno. By the way, petit teasing, on a une séance de dédicace à 12h45 si la conférence vous a plu ou si les sujets vous intéressent à la librairie Gérézo, pas très loin d'ici. On a décidé de faire un focus sur un thème qu'on n'aborde pas toujours en lien avec ces questions de changement climatique, qui est la marque employeur et le recrutement, qui est l'un des chapitres du bouquin. Et Antoine, je rentre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, en 2025, dans ces environnements chaotiques et imprévisibles, est-ce que les candidats qui postulent pour des jobs en France, en Europe, peut-être dans le monde, tu nous diras, attachent de l'importance aux critères verts, entre guillemets? Est-ce qu'ils choisissent en partie leur organisation pour des questions écologiques? Alors c'est compliqué parce que quand vous interrogez les candidats, ils répondent oui bien sûr. Et d'ailleurs souvent ils le mettent au-dessus du salaire. Mais c'est un peu le même effet que quand vous demandez aux gens ce qu'ils regardent à la télé, tout le monde dit Arte. Et puis le jour où vous regardez les résultats Médiamétrie, la réalité c'est que les gens ne regardent pas Arte. Donc il y a un peu cet effet-là. C'est-à-dire au bout d'un moment, oui ça serait bien que la boîte fasse quelque chose. Mais vous voyez bien que par exemple les entreprises fossiles ou très émettrices recrutent encore. En revanche, il y a un signal faible qui affole un peu dans les directions, et notamment dans les grandes entreprises, c'est ce qui se passe dans les très grandes écoles.
Je ne sais pas si vous avez vu ces scènes, mais le stand de Total, par exemple, sur la foire de recrutement qui s'appelle les Carrefours à HEC, est très régulièrement l'objet d'invasion. Donc vous avez une bande d'étudiants d'HEC qui se prennent par les bras, font un sitting devant le stand et obligent les recruteurs de Total à partir. Vous avez eu la même scène à Polytechnique, un petit peu différente, quand Patrick Pouyanné, donc patron de Total, qui était le parrain de la promo, a donné un message vidéo. La moitié de la salle s'est levée et a tourné le dos à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que Polytechnique, HEC sont historiquement pas des lieux de la contestation étudiante. On n'est pas à Paris 8, on n'est pas à Sciences Po. Donc il se passe quelque chose chez ces étudiants qui, par ailleurs, auront un peu dans leur vie le luxe de choisir leur emploi. Il se passe quelque chose. Voilà, on peut le regarder comme ça. C'est pas le grand départ. Il faut faire attention aux chiffres qu'on voit, mais chez ces gens-là, il va y avoir quelque chose et ça va être, je pense, de plus en plus important à mesure que ça rentre sous les spotlights des médias. Ce que tu es en train de nous dire, Antoine, c'est que plus un étudiant est employable, ce qu'on appelle les talents, qu'on appelait les hauts potentiels, plus potentiellement il a conscience de son employabilité et plus il va assumer dans ses choix, des choix RSE au sens large et en particulier sur les questions écologiques, parce que justement il pense être en rapport de force. Plus potentiellement il est issu d'institutions moins connues, plus il doute de son employabilité, plus potentiellement il parlera moins de ces sujets. Probablement, et n'oubliez pas que ça ne date pas juste de la transition. Il y a eu globalement une perte de sexitude, si vous me passez l'expression, des très grandes boîtes, déjà avec l'émergence des startups, du digital, et c'est ce qui a fait tilter des dirigeants. Chez AXA, nous, à l'époque, quand ils ont vu la courbe du nombre de polytechniciens chaque année qui rentraient chez AXA en défaveur donc d'AXA, en faveur de startups qui créaient leur boîte, etc., ça réveille les dirigeants. Donc oui, il va y avoir cette inégalité, je dirais, des étudiants qui leur permettra, s'ils sont très demandés, d'être un peu plus mobiles sur ce marché-là face à ces questions-là. Okay. Antoine, depuis les élections américaines, le contexte n'est pas très favorable aux questions écologiques et de RSE de manière générale. Est-ce que tu le constates toi aussi quand tu regardes l'attrait des DRH ou des collaborateurs pour tes programmes, ou est-ce que tu vois des signaux faibles d'un éventuel retournement, ou ça reste finalement un sujet très américain ou très territorialisé? Alors, moi, mon métier, c'est de vendre de la formation sur les sujets de transition aux grandes boîtes. Donc évidemment, ce n'est pas une bonne nouvelle qu'il y ait un relatif backlash. C'est-à-dire si au bout d'un moment, on se dit « ça y est, tout le monde s'en fiche », former, acculturer sur ces enjeux-là peut prendre un point de retour. On ne le voit pas encore économiquement. Ça a pas Trump est un marqueur important, mais ça a démarré déjà l'année dernière, le recul des entreprises américaines sur les sujets environnementaux. Il se trouve que dans l'entité où je travaille, on a aussi une petite activité de conseil, et notamment qui dépend de l'argent public au développement. Et là, ça y est, il y a des missions qui ont sauté, mais comme ça. Il y avait des budgets qui étaient validés par USAID, qui est l'équivalent de l'AFD en France. C'est bloqué. Donc là, pour le coup, c'est plus qu'un signal faible. Ils coupent leur financement à la Banque mondiale et tout. Sur la formation, c'est moins le cas. Moi, on n'a pas été aux États-Unis depuis 4 ans pour cette raison-là, en disant ça va être trop comme ça. J'ai tendance à croire que les boîtes européennes perdraient en crédibilité si elles naviguaient à vue sur ces sujets-là. Il faut avoir en tête qu'aux États-Unis, maintenant, on a retiré les programmes de diversité et inclusion. Les quelques boîtes qui essayent de les garder se prennent des lettres de menaces des gouverneurs. Costco, qui est un grand retailer qui poussait sur ce sujet-là, est menacé de poursuite s'ils maintiennent leur programme de ce qu'on appelle la discrimination positive aux États-Unis, l'affirmative action, qui existait depuis 60 ans. Et là, tout d'un coup, on décide que c'est discriminatoire. Si une boîte européenne venait à dire « j'arrête tout », je pense que moyen terme, elle le payerait. On navigue pas à vue sur des sujets comme ça, y compris de choses qui sont très très acceptées comme l'égalité homme-femme. Enfin, la loi Copé-Zimmermann, elle va pas disparaître comme ça. Donc je pense que les boîtes européennes, en tout cas c'est mon pari, ont intérêt à garder le trait et à se séparer des boîtes américaines sur ce truc-là. Si je peux donner un éclairage par rapport aux travaux de sociologie qu'on peut faire à Sciences Po et à Paris-Est, en fait, quand on analyse le rapport aux questions écologiques, on arrive à scinder en fait la population active en 4 catégories. La majorité silencieuse, donc elle est majoritaire mais elle n'explicite pas son point de vue, elle ne souhaite pas se mobiliser sur le sujet. La majorité active, elle est majoritaire et elle revendique potentiellement quelque chose. La minorité active, elle est minoritaire mais elle fait beaucoup de bruit, donc parfois elle arrive aussi à faire un buzz médiatique. Et puis la minorité silencieuse. Ce qu'on voit depuis 4 ans, c'est en gros ce qu'on appelle la minorité active, c'est-à-dire des gens qui ont des consciences écologiques fortes, étaient très actifs et parlaient très fort. Et depuis quelques mois, ils parlent moins fort. Donc, à contrario, ceux qui n'étaient pas très favorables
au changement climatique, ne parlaient pas pensant que la bataille était perdue, c'est la même chose d'ailleurs sur les questions d'égalité femmes-hommes ou de genre et ainsi de suite, et se sentent aujourd'hui autorisés à parler. Donc on a un basculement d'une minorité active qui devient un peu silencieuse et qui déprime. On avait des discussions avec Marine, c'est pas le sens de l'histoire, ça va mal finir, c'est horrible, etc. Et une majorité qui parlait pas, qui dit il y en a marre du climat. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. En revanche, nous, quand on regarde la sensibilisation des jeunes générations au changement climatique, parce que c'est aussi dans leur éducation, dans leur ADN, dans leurs usages, où ils ont vécu eux-mêmes d'une exposition forte à des phénomènes météorologiques importants. On est passé d'une sensibilisation aux questions écologiques quand on prend des curseurs à 12 ans, 15 ans, 18 ans et 20 ans. Par exemple, sur les 20 ans, on est passé de 20% de concernés il y a 10 ans à 49% de concernés aujourd'hui. C'est-à-dire plus que concernés, c'est-à-dire engagés. En fait, c'est un moment très paradoxal qu'on est en train de vivre. De plus en plus de jeunes talents qui se sentent concernés, engagés sur ces questions. Mais dans le même temps, un changement sociétal où de plus en plus de figures d'opinion et d'organisation vont peut-être se challenger avec un risque d'effet ciseau, mais qui peut être mortel en termes de marque employeur et d'attractivité par les grands groupes, notamment si effectivement on passe de ils y croyaient, ils se battaient, finalement c'est des opportunistes qui font du green washing et dès que le vent tourne, ils abandonnent tout ce qu'ils nous disaient le jour d'avant, entre guillemets. Et là où vous avez l'opportunité d'être un peu tactique, c'est-à-dire si c'est un sujet qui vous tient à cœur, dans une organisation qui bascule, parce qu'on vous dit il y a moins de réglementation, on lève le pied, etc. La mauvaise nouvelle, mais qui est une bonne nouvelle opportuniste, c'est que le risque climatique augmentant, vous allez avoir un autre levier d'accès qui est en parallèle de la réduction des émissions, la protection, ce qu'on appelle l'adaptation, donc comment on s'adapte aux effets du changement climatique. Et il y a un truc qui est très 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 haut dans l'adaptation, c'est la protection des collaborateurs. Comment ils travaillent, comment même si votre site n'est pas touché, s'ils habitent à Valence, Valence en Espagne, ils peuvent plus venir travailler pendant X heures, comment vous assurez qu'ils reviennent, comment vous assurez de leur sécurité psychologique après avoir vécu des inondations à répétition, comme des gens le vivent à Rennes en ce moment. Donc il y a un angle très 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 RH à l'adaptation sur la protection des salariés qui va rester valable dans les mois qui viennent. Oui, et puis une montée de l'éco-anxiété et de problèmes de santé mentale liés au climat qu'on voit monter quand même, et notamment chez les jeunes générations. Je gosse pas du tout Marine, mais c'est comme ça qu'on a réparti le temps de parole, parce qu'on pourrait donner le sentiment que deux mecs se parlent et puis qu'il y a un casting au milieu. C'est pas du tout le cas, mais Marine nous parlera du vrai sujet qui est l'expérience collaborateur et comment ça permet de faire rayonner la marque dans quelques instants. Juste pour rester sur le recrutement, Antoine. Ce qu'on voit aussi dans les signaux faibles, c'est pas systématique, mais c'est de plus en plus de questions des candidats sur qu'est-ce que vous faites concrètement en RSE sur le climat. C'est pas la première question, c'est pas le premier critère de choix et ça monte. J'ai deux questions en lien avec ça. Est-ce que tu considères que les équipes recrutement sont formées ? Est-ce que tu penses qu'il faut les upskiller sur ces sujets-là ? Et quel danger finalement de ne pas intégrer la dimension environnementale dans le métier de chargé recrutement ? C'était trois questions, excuse-moi, 3 en 1. Donc, est-ce qu'elles sont formées ? La réponse est évidemment non. Nous, on a lancé une formation spécifique pour les RH sur le sujet de l'environnement, juste là. Et on sent bien qu'on est pionnier. Ça nous amuse, ça nous intéresse, donc c'est très bien, mais c'est pas comme si tous les RH de France levaient la main en disant j'ai envie de passer 10 heures sur le sujet. Donc imaginez, et il y a plein d'autres sujets que le recrutement. Il y a la sécurité dont je vous ai parlé, la décarbonation par le biais des RH, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Enfin, bon. Donc évidemment que les recruteurs ne sont pas formés aujourd'hui. Moi, je l'ai fait une fois dans une boîte du CAC où j'ai formé. On a bossé avec le top 300, donc pas spécialement en recrutement, en leur disant mettez-vous dans une situation dans la vraie vie où quelqu'un vous aborde et a une objection parce que la boîte pollue, parce que la boîte fait ça, parce qu'un collaborateur dit comment mon métier va être. Ça veut dire quoi quand vous dites que vous êtes le machin le plus vert de Paris ? Eh bien, les gens ne sont pas prêts. C'est-à-dire, les guides RSE, c'est un journal des bonnes nouvelles, mais qui est dit dans un langage tellement technocratique que personne ne peut en parler comme ça dans un exercice normal. Et donc, il y a un travail à faire d'éléments de langage pour des recruteurs qui me paraît massif. Y compris un travail de modération, de modestie qui n'est, disons-le, pas le fort du recrutement. Le recrutement, c'est quand même le moment où on dit ma boîte elle est super et elle fait tout très très bien. Et la capacité à dire je suis bon sur ces sujets-là, je sais pas moi, l'eau, mais on est en retard sur les déchets, mais on est en retard sur machin, mais on a des difficultés, tu comprends, on travaille beaucoup avec tel pays où c'est plus compliqué, etc. Cette capacité à faire de la pédagogie qui, à mon avis, sera valorisée par des candidats intelligents qui comprennent qu'on peut pas tout faire comme ça, c'est le gros sujet.
Et je pense que c'est un peu la face nord, c'est-à-dire expliquer ça. Et le risque à ne pas les former, il est pour moi majeur, c'est qu'il va y avoir des moments, j'appelle ça un moment PSG, parce que ça me rappelle l'entraîneur du PSG, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui, en leur disant pourquoi vous venez en jet à Nantes, avait répondu oui, et puis la prochaine fois on viendra en char à voile. Et ça avait fait tout un scandale, parce que c'était un mépris vis-à-vis des questions écologiques. Je pense que ça va arriver. C'est arrivé il y a 2 jours pour Madrid, qui allait en jet. Exactement. Sur un trajet de 100 km et qui se fait bâcher en Espagne. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'il y a des actions non écologiques partout. Dans toutes vos boîtes ici, dans la mienne, il y a des trucs absurdes. La question, c'est est-ce que je dis « ouais, je sais, c'est compliqué, désolé » ou est-ce que je rejette le trouble réel d'une partie de la population? Est-ce que je le jette d'un revers de main en disant « quelle connerie, ça va, arrête avec tes conneries d'écolo ». Ça, c'est très violent. Ça peut être perçu très violemment. D'autant plus dans un monde où le backlash faisant son chemin, les énergies vont se libérer. Et ça va être vrai sur homme-femme au passage. Les gens qui ont l'impression depuis quelques années qu'on leur tord un peu le bras, y en a qui vont dire des conneries, c'est sûr. Bon scénario, ils disent des bêtises et ça reste dans la salle et vous perdez un candidat. Mauvais scénario, ils filment, ils enregistrent, je sais pas quoi, ça finit chez Mediapart et on vous explique que le recruteur de la boîte machin a expliqué qu'on s'en foutait de l'écologie et que d'ailleurs il était bien content que Trump mette un coup de pied dans la fourmilière. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le risque réputationnel négatif sur ces sujets-là, parce que les gens que ça intéresse ne sont pas moins intéressés, ne sont pas moins sensibles, au contraire, depuis l'élection américaine. Dans le bouquin, on a identifié donc des pièges. Antoine en a un peu parlé, la surpromesse. On est super vert, on est les meilleurs, on fait plein de choses, etc. Donc Antoine confirme qu'il vaut mieux être très aligné entre ce qu'on fait et ce qu'on dit et reconnaître des points faibles et assumer des points forts. Donc choisir ses batailles aussi, parce qu'on ne peut pas adresser tout le spectre du changement climatique et encore moins tout le spectre de la RSE. Deuxième élément, en fait, on se rend compte dans les études sociologiques que les candidats ne croient plus au discours du recruteur. En fait, de manière générale, on ne croit plus les experts. On veut acheter sa machine à laver, non pas avec un vendeur Darty, mais avec l'ami du coin qui en a acheté un, qui va nous faire un brief. Donc par principe, la question qui se pose, c'est aussi une forme de piège pour savoir si ça va être flou. Quand on pose la question au recruteur, il va devoir sortir la plaquette, il va donner quelques éléments de langage, ou intimement, il va expliquer avec intégrité des éléments auxquels il croit et qu'il maîtrise. Donc l'upskilling, on le voit plutôt comme ça dans le bouquin en termes de revendications. C'est cette capacité à avoir été acculturé, formé, mais aussi de manière honnête, fort de ce qu'on fait véritablement, pour véritablement avoir un discours construit, qui ne sera pas que des paroles, et là qui pourra susciter une envie de rejoindre l'organisation. Assez parlé de recrutement. Marine, en fait, bien entendu, la marque employeur, l'expérience candidat, le processus de recrutement, l'onboarding, c'est des éléments clés pour finalement attirer. Et on a des enjeux d'attraction. Mais finalement, la révolution verte, c'est surtout dans l'expérience que vivent concrètement les collaborateurs au sein des organisations. Et tu nous expliqueras avec Yves Rocher ce que vous faites, comment on fait en sorte que l'expérience collaborateur sublime la marque employeur et notamment comment on fait vivre, où on mobilise, où on engage des collaborateurs autour de ces sujets. Alors déjà, Yves Rocher, ça a été créé il y a 65 ans par un homme qui avait une vision un peu avant-gardiste pour son époque, qui était persuadé que la beauté pouvait allier naturalité, efficacité et sans compromis sur l'engagement. Et ça, c'est une vision que nous, on a voulu mettre au cœur de notre stratégie de marque en devenant entreprise à mission en 2019. Et l'année dernière, on a dévoilé un programme qu'on a appelé un programme Act Beautiful, qui est concrètement des actions concrètes, une feuille de route pour les collaborateurs et les collaboratrices en interne. On est en train de transformer la marque depuis 2-3 ans et on ne peut pas demander aux collaborateurs et aux collaboratrices de changer la façon dont ils font leur métier du jour au lendemain. Il y a des gens dans la boîte, ils sont là depuis 20, 25 ans, 30 ans. Nous, on ne peut pas arriver en tant qu'équipe RSE et leur dire « Ah bonjour, ça fait 20 ans que vous êtes là, bon, ben, vous faisiez vos métiers de cette façon et maintenant vous allez faire de cette manière. » Ça ne va pas fonctionner. Du coup, on a créé donc ce programme Act Beautiful qui a 3 grosses ambitions. On a une ambition qui est liée aux produits, sur de l'éco-conception, packaging, formule, comme beaucoup de marques dans l'industrie des cosmétiques parce qu'il y a des vrais enjeux. Il y a une deuxième ambition qui va être sur la transformation de la chaîne de valeur, le sourcing. Comment est-ce qu'on accompagne les agriculteurs avec lesquels on travaille? Comment est-ce qu'on... Pas le sourcing en recrutement, le sourcing des produits. Sourcing des produits, des matières premières. les matières premières, les filières végétales, etc. Ça va être comment est-ce qu'on
on s'occupe, comment est-ce qu'on gère la façon dont on utilise l'eau. Les chaînes, vos achats, Exactement. votre conception. Donc ça, c'est des choses qui sont communes globalement à toutes les marques dans l'industrie. Et nous, on s'est dit, on a un supplément d'âme chez nous. On est convaincu qu'on ne fera rien bouger si on est tout seul. C'est indispensable que les équipes soient embarquées. Ce sont les premiers ambassadeurs et ambassadrices de la marque. Et donc, on a créé un programme de mobilisation interne. C'est vraiment une stratégie où on va aller toucher la tête, le cœur et le corps. Donc, c'est en 3 étapes. La première étape, ça va être de les former, qui comprennent où est-ce qu'on va, c'est quoi la vision de la marque, c'est quoi les objectifs pour demain, pourquoi est-ce qu'on vous demande de changer la façon dont vous faites votre métier depuis des années. Donc ça va leur donner des billes. La tête, ça c'est la tête. Ok. Ça, c'est la tête. Ça va leur donner des billes. C'est beaucoup de chiffres. Donc des fois, on se dit, oh, les chiffres, ça peut être un peu embêtant. Donc on va aller plus loin. Et la deuxième partie, ça va être tout ce qui est sensibilisation. Donc là, on va les former de manière beaucoup plus générale sur c'est quoi les limites planétaires, c'est quoi le réchauffement climatique. Nous, on a l'impression que c'est des connaissances basiques qu'on a, mais quand on parle en interne, on se rend compte que les gens n'ont absolument pas ces connaissances. Et Antoine ne me contredirait pas, on sait qu'on a besoin d'aligner sur du vocabulaire, sur une vision, des gens qui peuvent avoir une hétérogénéité de point de vue et un niveau de connaissance très hétéroclite. Absolument, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il y a différents types de populations. On se rend compte que chez nous aussi, quand on recrute les gens de manière générale, les gens ils sont assez engagés chez nous. Mais il y a toujours des gens qui sont un peu laissés de côté. Ceux-là, nous, on ne va pas du tout aller les toucher. Ils vont être embarqués par le reste des personnes qui, au contraire, vont être super engagées et vont être convaincus par ce que fait l'entreprise. Donc là, on va aller les sensibiliser sur... nous, notre mission, c'est d'agir pour révéler, protéger et transmettre le pouvoir des plantes. Donc on va faire venir des botanistes, experts en sciences du végétal, pour qu'ils expliquent d'une autre manière une plante, c'est quoi. Est-ce qu'on arrive à créer de l'empathie pour une plante autant qu'on en a pour les animaux? C'est un peu nos objectifs. On va avoir des marches de la reconnexion où les gens sont vraiment dans la nature et vont aller vraiment vivre une expérience. Et de manière générale, on a vraiment envie de faire bouger l'industrie sur ces sujets-là. Donc on travaille en consortium avec la FEBA, qui est la Fédération française de la beauté, et d'autres marques de l'industrie où on est allé créer une fresque de la cosmétique. Donc ça, c'est à destination des entreprises et, comme tu disais tout à l'heure, les étudiants aujourd'hui qui sont très importants. Cette fresque, c'est juste le cœur, ça, ou le ça corps? c'est le cœur. Ça c'est le cœur. Ça c'est Ok. le cœur. On aurait dû faire un quiz d'ailleurs pour voir s'ils arrivaient à C'est vrai. reconstituer. Et donc la fresque, elle est aussi à destination des étudiants. On se dit les managers de demain, au moins ils auront eu accès à ce type de formation. Et on s'est aussi rendu compte que c'était indispensable de former les gens de manière ludique. Je vous disais tout à l'heure, les formations, quand c'est des vidéos de 30 minutes et on se dit « Oh là là, j'ai une formation de 30 minutes, il faut écouter, je vais rien retenir ». Et du coup, on a créé un jeu de société. Un jeu de société qui reprend ce qu'il y a dans les formations, donc qui retraîne plus facilement les données. Et on va leur donner d'autres informations, encore une fois, sur les limites planétaires, sur la transition, etc. Et on se rend compte que les gens, ils adorent ça. Ils adorent jouer. En plus, il y a un peu de compétition, donc évidemment, ça fonctionne bien. Et donc, le corps. Le troisième, on a la chance d'avoir un partenaire d'exception, qui est la Fondation Yves Rocher, qui est une fondation reconnue d'utilité publique, avec laquelle on travaille depuis plus de 30 ans. Et on avait un objectif en 2024 qui était de mobiliser sur le terrain 80% de nos collaborateurs et collaboratrices dans le monde siègent. Parce que le retail, je vous en parlerai après, mais c'est un autre sujet. Donc, toutes nos filiales dans le monde ont des ambassadeurs et des ambassadrices RSE. Ils vont aller chercher une association qui va être validée par un expert terrain qu'est la fondation. Et une demi-journée par an, sur leur temps de travail, ils sont amenés à aller soutenir cette association en faisant de la végétalisation urbaine, en allant soutenir un agriculteur ou une agricultrice qui a besoin qu'on plante des haies pour protéger ses cultures. Et ça, c'est non seulement du concret, où ils vont vraiment mettre les mains dans la terre, et c'est une action concrète, c'est pas nous, on fait des trucs super chez Yves Rocher. Il y a vraiment... Ils sont engagés physiquement. Et c'est aussi des moments de team building. Et ça, faut pas l'oublier parce que c'est super important. Ils vont partager un moment avec peut-être des gens qu'ils ne connaissent pas dans l'entreprise. Et ils vont échanger notamment sur des problématiques liées à la RSE, où parfois ça peut être vu comme une contrainte en interne. Et là, ils vont échanger et ils vont se rendre compte qu'il y a une autre équipe, une personne dans une équipe qui a la même problématique. Et du coup, il y a vraiment la création de communautés au sein de la marque. Et ça, c'est super important.
C'est pas mal, Marine, parce que le temps file, mais c'est intéressant. On n'est pas à Learning Technology, mais quand on regarde ce qui engage les individus dans la transformation, généralement, on commence effectivement par la tête. Je comprends que c'est important de le faire, j'accepte de le faire, j'ai les arguments pour bouger. Généralement, ensuite, on va plutôt sur le corps pour l'incarner, mais on y rajoute un élément émotionnel. La dernière étape, c'est l'inscrire dans le quotidien des gens, donc vraiment se dire ok, so what, et comment ça transforme mes comportements et ma façon d'agir ou mes choix ou mes décisions. Et là, ta boucle est bouclée. Mais merci pour le partage. C'est vrai que Green RH, l'aventure, on l'a fait avec le Lab RH, Great Place to Work, AXA Climate School, sur un programme de 5 ans finalement. Hein. Premier livre blanc, deuxième livre blanc, etc. Et on a la chance d'avoir 100 cas d'entreprise comme le tien et 30 experts qui éclairent les sujets, qui permettent d'aller un poil plus loin. Tous les deux en guise de conclusion, et peut-être on aura peut-être le temps de poser une question, on verra. Il n'est pas toujours évident, notre régulateur, donc on verra s'il nous autorise à poser une ou deux questions. Sinon, on ira à la séance de dédicace pour échanger avec vous avec plaisir là-dessus. Ce qu'on a constaté dans le bouquin, c'est l'importance de la congruence. Autrement dit, si vous voulez vous engager dans des enjeux environnementaux, ça doit se voir dans la marque employeur, dans l'expérience candidat, dans le onboarding, dans les parcours de formation, dans les parcours de carrière, mais aussi dans la REM, dans la performance, dans la culture managériale, dans l'exemplarité des dirigeants, dans le soutien des managers, dans l'autorisation des collectifs à saisir des sujets et permettre à ceux qui sont les plus engagés de s'épanouir dans l'organisation. Et ça, c'est compliqué, parce que très souvent, il y a des contradictions organisationnelles et ce qu'on a entendu au recrutement, on ne le retrouve pas avec son manager, ou alors on s'est engagé, mais on ne voit pas comment ça a boosté notre carrière ou notre rémunération. Donc ce qu'on appelle une forme de cohérence. Sinon, c'est un piège à injonctions paradoxales qui vont générer de la déception, voire même qui vont faire partie des gens. Et puis le deuxième point, bien entendu, ça ne peut pas être qu'RH, donc ça doit être ancré, aligné totalement avec le business. Et donc il faut que dans le même temps, et tu l'as dit un petit peu, dans les produits, dans les gens avec qui on accepte de travailler, dans les business models, ça devienne quelque chose qui est aussi l'un des critères de l'ADN de l'organisation et des critères de choix, sous peine de les décorréler et qu'on ne comprenne pas trop bien pourquoi en business on peut être full, par exemple, full non RSE, alors que nos collaborateurs s'engagent comme des dingues dans des associations et dans des pratiques RSE au niveau RH. Donc c'est ces grands enseignements. En guise de conclusion tous les deux, Antoine, toi, est-ce que tu veux donner un conseil sur la façon dont on peut se saisir de ce sujet et pas tomber dans le greenwashing, la com, et en faire vraiment un outil stratégique RH ? Sur ce sujet-là, il y a une mesure de petit bateau, pas très loin de chez toi, et qui a été fait aussi par ICAD, boîte de bâtiment, donc vraiment deux univers très très différents, qui a été un travail sur chaque fiche de recrutement, ils ont fait le boulot de dire ça peut être quoi ton impact environnemental, soit comment tu vas contribuer bien, soit comment ton métier va être amené à changer parce que le climat se dérègle, et il faut faire ça là on parle de boîtes qui sont assez grandes, qui ont plusieurs centaines, voire plusieurs de milliers de métiers et donc de job desk qui vont avec. Et ça, c'est un bon boulot parce qu'on voit qu'il y en a où en fait ça va être mineur et on ne peut pas réinventer la roue, mais on le met, on fait l'effort et on se dit un peu plus. Il y en a, tu l'as dit, au sourcing où ça va être absolument majeur de réfléchir à comment on travaille. Et je trouve que c'est une bonne manière de rentrer dans la réalité de la boîte, les job desks, parce qu'elles décrivent ce que font vraiment les gens dans votre boîte. Marine, un petit conseil pour nos RH dans la salle ? Queen ou un truc à éviter ou Je dirais que déjà, nous... tous les managers ont des objectifs RSE. On parle de cette cohérence. Voilà, on parle de cette cohérence. Et ces objectifs déclenchent de la REM. Exactement. Et de l'évolution. Ok. Exactement. Super. Et on a une question, grand chef, on peut donner à la salle peut-être l'occasion le temps peut-être, s'il y a une question, de vous dire que justement ce qui est intéressant dans l'époque qu'on vit, c'est cette dégradation de l'image de la RSE et le fait qu'on la bâche, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on peut être les plus innovants, qu'on voit ceux qui continuent à accélérer, qu'on repère les escrocs qu'on n'arrivait pas à repérer quand on était dans le buzz. Donc, pour ceux qui n'y croient plus ou qui pensent qu'on rentre dans des périodes sombres, winter incoming, je dis qu'au contraire, c'est les bonnes périodes pour faire œuvre de cohérence et d'investissement sur ces sujets, puisque l'histoire est cyclique et malheureusement, le climat, ça ne s'arrange pas trop finalement pour l'instant. Je voudrais vous remercier et je voudrais te remercier parce que, en plus de journaliste et enseignant à ESCP Business School, je viens de m'apercevoir que j'étais régulateur. Donc je précise que je ne travaille pas à la DGAC, je ne travaille pas à la DGAC ni
à la SNCF. Merci à vous trois, merci infiniment. Et on vous retrouve pour la dédicace. Merci beaucoup.